Je vous propose de passer à la dernière intervention qui va complètement changer, je ne sais pas, l'ordre de... Ah oui, pardon, je ne t'avais pas vu. On va changer de thème. On va prendre un autre aspect. On va prendre de la hauteur et placer les SNIEF dans les galaxies des outils internationaux. Donc je remercie Laure de bien avoir voulu intervenir. Pardon, excuse-moi. Je te mets ça là. Je te remercie. Tu me dis pour le timing, s'il te plaît. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Merci Fanny de m'avoir demandé de faire ce travail que je voulais faire depuis 4 ans et que je n'avais pas pris le temps de faire. Donc c'est un peu rapide, ce sera bibliographique. J'ai pas eu le temps d'aller voir les experts, les vieux de la vieille, qui auraient pu un peu m'expliquer un peu tout ça. Donc n'hésitez pas, si certains d'entre vous ont un peu l'historique de la création des zones clés de biodiversité et des SNIEF, n'hésitez pas à intervenir et poser des questions. Je suis masquée, est-ce que ça gêne ma compréhension? Si vous me comprenez bien? Ouais, je vais rester masquée, c'est mieux pour tout le monde. Alors, j'ai organisé mon intervention en 8 chapitres à peu près. Pourquoi identifier les zones importantes pour la biodiversité, que sont les SNIEF et que sont aussi les zones clés pour la biodiversité? Quelles initiatives contribuent à leur identification dans le monde, avant les SNIEF et après les SNIEF d'ailleurs? Et après, j'ai essayé de faire une petite comparaison entre ZCB et SNIEF et voir ce qu'il y a un peu en commun. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses en commun? Est-ce qu'ils diffèrent peut-être un peu? Sur la fin, un petit constat sur le fait qu'on n'est pas tout à fait à jour en France sur les zones clés de biodiversité et la façon dont les SNIEF ont pu aider à la mise à jour de ces inventaires internationaux, surtout dans les Outre-mer. Alors, pourquoi on nous demande de qualifier ces zones importantes pour la biodiversité, notamment dans l'objectif 11 d'Aichi, pour la création des aires protégées? Il faut justifier que ces zones soient positionnées sur des zones particulièrement importantes pour la diversité biologique et les services fournis par les écosystèmes. Donc on voit qu'il faut pouvoir identifier ces secteurs qui sont importants à protéger. Et là, dans la semaine prochaine, avec la COP 15, tous ces nouveaux objectifs de couverture en espace protégé vont être discutés. Et il est fort probable, en tout cas il est probablement souhaité par plusieurs États, que les ZCB, donc les zones clés de biodiversité, deviennent des indicateurs clés de l'atteinte de la cible sur, est-ce que les aires protégées sont bien positionnées sur des zones importantes pour la biodiversité? Ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, dans le monde, il y a 16 336 ZCB, ou KBA, Key Biodiversity Areas en anglais, qui couvrent quand même 20 671 000 km². Donc là, on a fait un petit récapitulatif grâce à la biblio que Fanny m'a envoyée, merci beaucoup, de toutes ces initiatives internationales qui, les unes après les autres, ont essayé de caractériser un petit peu quels étaient les sites importants en matière de conservation de la biodiversité. Donc ça commence par le programme Man and Biosphere de l'UNESCO en 1971, qui lui se focalise sur les zones qui ont une biodiversité significative, mais aussi un équilibre entre conservation et activité, c'est-à-dire activité durable en lien avec la préservation. Évidemment, la Convention Ramsar, la même année, pour l'identification des zones humides importantes au niveau mondial. Le patrimoine mondial de l'UNESCO l'année suivante, avec l'identification de sites culturels et naturels qui auraient une valeur universelle exceptionnelle. Et là, ça caractérise des sites pour lesquels on ne retrouverait pas cette valeur ailleurs dans le monde. Les ICO, donc les zones importantes pour la conservation des oiseaux, qui sont arrivées en 81. Et là, l'idée était d'identifier et de créer un réseau pour protéger des zones clés pour la conservation de l'avifaune. Vous allez voir que les ICO sont très importantes, ainsi que les sites Ramsar, pour la constitution non seulement du réseau Natura 2000 qui arrive en 92 en Europe, mais aussi pour l'élaboration des ZCB en France et en Europe de manière générale. Ensuite, on a d'autres types de dispositifs pour le milieu marin en 90 et les zones importantes pour les plantes. Et il ne me semble pas qu'en France, on ait développé ça en 95. Les SNIEF arrivent en 82, donc juste après les ICO, ce qui n'est pas tout à fait non plus
anodin. Ensuite, on a d'autres types de réseaux qui arrivent sur le Natura 2000 hors Europe, l'Alliance Zéro Extinction, les sites importants pour l'eau douce de l'UICN en 2002, des sites particuliers pour l'Asie du Sud-Est, et le réseau d'aires marines protégées de la Convention d'Ospar en Atlantique, très important aussi pour avoir défini certaines zones, pour la France aussi. Les zones de haute valeur écologique et biologique en pleine mer et dans les zones profondes, les EBSA, dont on ne parle pas suffisamment d'ailleurs. Et enfin, les ZCB, donc vous verrez dans l'historique, on en discute depuis 2004 au Congrès mondial de l'UICN, mais elles apparaissent vraiment qu'en 2016. Et donc on voit que les ICO, Ramsar, OSPAR, tout ça, ça a beaucoup contribué aussi à l'élaboration des ZCB en France. Alors aujourd'hui, si on essaye de voir si on a bien recouvert ce réseau d'aires importantes pour la biodiversité par des aires protégées, on se rend compte qu'en métropole, sans surprise, vous verrez pourquoi après, 81% de nos ZCB sont couvertes par des aires protégées. Mais en fait, c'est parce que, et ça faudra qu'on y travaille ensemble probablement avec le muséum, la carte des ZCB françaises se base sur les ICO. Vous verrez la carte après, c'est assez frappant. Et ces ICO sont devenus des sites Natura 2000 pour la grande majorité. Et c'est a priori ce qui explique pourquoi 80% sont sur des sites Natura 2000 en tout cas. Et on voit que dans les Outre-mer, c'est plus ou moins bien couvert, certainement pour les mêmes raisons, puisqu'on a utilisé les zonages Ramsar et les zonages d'aires protégées déjà existantes. Dans le monde, on voit que les ZCB sont couvertes complètement à 20% par des aires protégées, en partie à 41% et pas du tout pour 39%. Donc on voit qu'il y a quand même encore un peu de travail, notamment pour aiguiller la création et l'extension des aires protégées pour les 10 années à venir. Si on fait un petit comparatif de l'émergence donc des deux concepts, donc comme je vous l'ai dit, on a parlé pour la première fois de zones, d'un processus consultatif visant à définir une méthodologie mondiale d'identification des zones clés de biodiversité au Congrès mondial de l'UICN de 2004. Alors que pour les SNIEF, le ministère et le muséum en discutaient déjà depuis un moment, et dès 1982, elles sont arrivées, et on a commencé à les créer sur le milieu terrestre, et elles sont arrivées en 2009 pour le milieu marin. On voit que sur les définitions, c'est assez similaire. Pour les ZCB, il s'agit de grands ensembles déterminés en fonction de l'importance de leur contribution à la persistance globale de la biodiversité au niveau mondial. Donc il y a évidemment cet aspect où mon site est important pour la biodiversité mondiale dans les ZCB, alors que sur les SNIEF, on a une échelle nationale pour lesquelles les experts ont identifié des éléments remarquables du patrimoine naturel. On qualifie les ZCB de standard mondial, alors que les SNIEF sont un inventaire national caractérisé et précisé au niveau régional. Et enfin, pour la portée juridique, il n'y en a pas forcément pour les ZCB, si ce n'est qu'elles pourraient devenir un petit peu des outils de rapportage ou de cible dans le cadre mondial, post-2020. Et pour les SNIEF, évidemment, ce n'est pas le cas non plus, si ce n'est que l'État est obligé de faire cet inventaire. Alors, si on compare les objectifs des deux dispositifs, on voit qu'il y a quand même beaucoup de similitudes aussi. Il y a une histoire pour les ZCB d'harmoniser les approches qui existent déjà, puisque avec la liste que je vous ai dressée, en fait, l'idée pour l'UICN toujours, c'est d'avoir un référentiel un peu commun et qui puisse agréger tout ce qui existe déjà. Pour les SNIEF, c'est plutôt de faire un bilan actualisé, mais la méthodologie doit aussi pouvoir être harmonisée et être appliquée de la même façon par tout le monde. On doit fournir pour les ZCB un système qui peut être appliqué de manière cohérente et reproductible. Pour les SNIEF, c'est de la même manière. Il faut une méthodologie cohérente et reproductible, bien sûr. S'assurer que l'identification de ces zones à l'international est objective, transparente et rigoureuse. En France, c'est évidemment les CSRPN et le muséum qui sont garants de l'homogénéité scientifique de ces données. Et enfin, pour les ZCB, l'idée était de fournir aux décideurs une meilleure compréhension des raisons pour lesquelles certains sites doivent être protégés. Et on est évidemment dans le même objectif pour les SNIEF. Ensuite, pour la réévaluation, c'est pareil, on a des pas de temps qui se ressemblent un peu. La réévaluation pour les ZCB est prévue tous les 12 ans,
enfin, en tout cas, la donnée doit être mise à jour au bout de 12 ans. Pour les SNIEF, c'est le même cas. Mais j'ai vu que les bornes d'actualité, elles pouvaient aller jusqu'à 24 ans. Donc, on est peut-être un petit peu plus souple sur les SNIEF à ce niveau-là. Et alors, pour la validation, c'est là que pour les ZCB, c'est un peu compliqué. C'est qu'en fait, il faudrait créer des groupes nationaux de coordination qui pourraient rapporter au KBA Partnership, qui est un peu le point central qui va vérifier les données et après les verser dans la base mondiale des KBA. Et ça, c'est pareil, il faudra qu'on retravaille ensemble là-dessus pour voir comment en France on peut mettre en place ce groupe national de coordination qui n'existe pas. Alors que pour les SNIEF, on a évidemment une validation régionale au niveau des CSRPN, puis un pilotage au niveau des services déconcentrés et après une mise en commun dans la base de données évidemment par vos services ici. Alors là, j'ai essayé de faire une comparaison entre les critères qui permettent la création des ZCB et des SNIEF. Je ne suis pas rentrée dans les détails, il y a un autre tableau plus détaillé, si jamais je pourrais te l'envoyer, Fanny, bien sûr. Mais on voit qu'en fait, il y a aussi beaucoup de similitudes sur la création de ces deux dispositifs. Les ZCB sont basés sur 5 critères qui sont ces espaces doivent montrer une biodiversité menacée ou une biodiversité géographiquement restreinte ou une intégrité écologique ou des processus biologiques particuliers ou une certaine irremplaçabilité du site. On peut remplir un ou plusieurs critères. De la même manière que pour les SNIEF, la justification de la création d'une SNIEF doit se baser sur l'identification d'au moins une espèce déterminante et maintenant aussi d'au moins un habitat déterminant, ce qui était facultatif avant, au final. Et donc ça peut justifier de la création d'une SNIEF 1 ou 2. Et finalement, quand on compare les critères de création des SNIEF et des ZCB, on n'est pas si loin, puisque sur la part populationnelle ou le degré d'endémisme, on voit bien que ça correspond au critère A des ZCB, dans la mesure où il faut chercher des espèces qui sont soit protégées, soit sur des critères liste rouge, les 3 critères liste rouge les plus importants. Espèces. Pour écosystème, je ne sais pas encore si c'est le cas, et on va se renseigner, mais a priori, ce sera la même logique. On peut justifier de la création probablement d'une ZCB sur la base des écosystèmes. Sur le critère B de biodiversité géographiquement restreinte, le critère SNIEF correspondant serait la rareté ou l'originalité. Sur l'intégrité écologique, on peut se baser sur le fait que sur les SNIEF 2, le degré d'artificialisation doit être faible. Mais il me semble aussi que c'est un peu le cas pour les SNIEF 1, puisque je me souviens, nous, quand en Guyane, on avait retracé ces contours de certaines SNIEF de type 1, puisqu'il y avait beaucoup d'anthropisation sur certains secteurs et qu'on avait préféré les enlever. Enfin, sur les processus biologiques, évidemment, pour les SNIEF, c'est la même chose. L'habitat écologique vis-à-vis des espèces concernées est important, avec des fonctionnalités, évidemment, biologiques importantes en SNIEF 1 ou en SNIEF 2 qui ne sont pas tout à fait les mêmes. En revanche, sur ce qu'a en plus la SNIEF que n'a pas la ZCB, c'est le critère de sensibilité, comment les espèces ou les habitats vont réagir à des changements importants dans les milieux. Et ce que n'a pas la SNIEF et qu'a priori la ZCB, c'est le critère d'irremplaçabilité du site au niveau mondial. Alors il faut replacer à chaque fois évidemment tout ça pour les ZCB à un niveau mondial et pour les SNIEF à un niveau régional et national, sachant tout de même que pour les SNIEF, on utilise aussi les listes rouges nationales au départ. Mais si on peut préciser, on prend en compte évidemment les listes rouges régionales. Alors voilà la carte que je voulais vous montrer. Donc j'ai pas eu besoin de les superposer, ça se voit assez bien. Si on va sur la base mondiale des ZCB aujourd'hui, on a cette carte-là pour la France métropolitaine et on voit qu'elle se superpose parfaitement sur le plan continental avec la carte des ICO élaborée par le MNHN en 1994. Donc on n'est pas tout à fait à jour. Et après, je pense qu'ils ont rajouté des buffer zones sur des sites qui étaient des sites côtiers. Donc aujourd'hui, tout ça a été quasiment repris par les ZPS Natura 2000. Et pour les sites ultramarins, le travail préalable avant mise à jour était probablement aussi fait sur la base des sites Ramsar et des aires protégées qui ont été construites, qui ont été créées dans tous les territoires. Il y a eu quand même des travaux de mise à jour de l'UICN en 2016 avec des profils écosystémiques dans le cadre de BEST 3 pour les RUP, donc les régions ultra-périphériques. Ça a été le cas dans les zones du Pacifique,
Antilles-Guyane et Mayotte-Réunion. Et ce que j'ai pu constater, c'est qu'au final, ces inventaires qui sont bien à jour depuis 2016, ils ne figurent pas tous sur cette base mondiale en ligne cartographique. C'est-à-dire qu'on n'a que le profil de la Réunion qui figure bien sur la base mondiale. En revanche, Guyane, Pacifique, ça n'y figure pas encore. Alors que c'est des données vraiment validées par les CSRPN et validées probablement par l'UICN, mais qui n'ont jamais été versées. Si on fait une petite comparaison, bien sûr, de la couverture entre les ZCB, donc les anciennes ICO et les SNIEF, il y a forcément une énorme différence. Et on voit qu'on est beaucoup plus précis et qu'on couvre beaucoup plus de territoires quand on s'intéresse aux espèces déterminantes régionales. Donc la question, c'est que, au final, les SNIEF sont plus précises au niveau national en France. Et si on recoupe ces deux cartes, il y a de fortes chances pour qu'elles recoupent absolument les ZCB qui sont aujourd'hui déclarés dans la base mondiale. Donc ça mériterait quand même une petite mise à jour. La question c'est, est-ce que toutes ces SNIEF sont d'importance aussi mondiale? Et ça, c'est pas forcément une évidence. Comment donc les SNIEF ont pu compléter ces inventaires existants qui sont assez finalement qui sont assez anciens? Donc dans le cadre de la mise à jour du programme BEST 3 en Guyane, on a bien finalisé un profil écosystémique en 2016. Et les SNIEF étaient déjà bien connus, bien à jour en Guyane en 2016. Donc ils ont vraiment travaillé sur d'autres typologies d'espèces clés et d'habitats clés. Donc à part SNIEF, puisque les SNIEF étaient déjà bien complètes. En revanche, à La Réunion, les zones qui étaient déjà rapportées en tant que ZCB étaient des ICO et n'étaient pas suffisamment précises. Donc les SNIEF ont permis d'affiner et de créer ces nouveaux zonages, notamment sur les récifs coralliens et les échinodermes. Les espèces déterminantes recensées suite aux inventaires de 2014 ont permis de mieux délimiter les ZCB sur ces espèces-là. On voit qu'une des ZCB agglomère toutes les SNIEF 1 adjacentes au parc national de La Réunion. Et au final, sur les 42 ZCB qui ont été identifiés, 18 sont des SNIEF. Donc on voit que même sur des systèmes insulaires comme celui-ci, on voit qu'il peut y avoir une grande correspondance entre un système régional d'identification de sites importants pour la biodiversité et une nomenclature un peu internationale. On se demande aujourd'hui si ce n'est pas le moment de faire la mise à jour sur la métropole, surtout si les ZCB finissent par être un critère pour l'atteinte des indicateurs de biodiversité, de couverture en aire protégée dans le cadre mondial post-2020.